À la une de l'actualité, le Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat recherche 800 millions de francs CFA pour le financement des projets des artisans exerçant en Côte d'Ivoire. Les explications dans ce 13h. Les retraités se disent satisfaits de la nouvelle réforme engagée par l'État pour leur bien-être. Satisfaction exprimée au cours d'une cérémonie de présentation de vœux. Hors de nos frontières, le Nigeria demande l'aide des États-Unis pour combattre Boko Haram. Bonjour. Bonjour à tous. Le magazine du dimanche reçoit pour vous aujourd'hui Félicien Amani-Ipou, préfet hors grade, directeur général de l'administration du territoire national. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons faire le bilan de la 3e conférence des ministres africains en charge de l'état civil qui s'est tenue à Yamoussoukro cette semaine. Et vous étiez le président du comité d'organisation de ces assises. Exactement. Mais avant ce communiqué sur la visite du président togolais en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, accompagné d'une importante délégation, effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire demain, lundi 16 février 2015. Au cours de cette visite, qui contribuera au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo, les deux chefs d'État vont examiner des sujets d'intérêt commun entre leurs deux pays, ainsi que ceux concernant la sous-région africaine. En conséquence, mesdames et messieurs, les présidents des institutions, les ministres et les autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que les populations du district d'Abidjan sont invités à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte le lundi 16 février 2015, heure à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La fin de la mise en place est fixée à 10 heures. Dans l'actualité, le financement des projets des artisans exerçant en Côte d'Ivoire. C'est une préoccupation majeure pour les acteurs du secteur. Pour résoudre définitivement la question, le Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat a entrepris des démarches auprès d'une banque internationale. Cette banque entend octroyer 6 milliards de francs CFA pour financer les projets des artisans, à condition que le fonds donne une garantie de 800 millions de francs CFA, une somme que le fonds recherche d'ailleurs. Francis Boifo. Fonds d'appui aux artisans, non, on ne connaît pas ça. Le Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat FAPA est une structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Le FAPA a pour mission l'organisation, la promotion de l'artisanat ivoirien à travers le financement des projets et les participations des groupements coopératifs aux compétitions nationales et internationales. Par rapport à l'organisation de Africa Nova, qui regroupe les coiffeurs des États de l'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire, le FAPA nous a soutenus financièrement, matériellement pour réaliser cet événement. Le soutien à l'extérieur, quand on devait partir pour le salon des artisans au Mali, le FAPA aussi nous a accompagnés par rapport à nos transports, notre hébergement, notre séjour. Sur le terrain, le FAPA a un rôle d'encadrement des artisans issus des 245 corps de métier que compose le secteur. Il faut que les artisans se fassent identifier. Il faut que les artisans nous fréquentent. Il faut que les artisans eux-mêmes cultivent l'esprit civique et surtout l'esprit de travailler ensemble. Les artisans disent vouloir se mettre en association, mais ils exigent que les responsables du FAPA se penchent sur leurs préoccupations. Il y a d'abord le problème des sites. Le deuxième problème que nous avons, c'est le problème de financement. On se promène partout, aucune banque ne veut à aider les artisans. Ce n'est pas normal. Financer les projets des artisans. Le président du comité de gestion du FAPA dit avoir trouvé la solution. La BOAD qui propose 6 milliards aux artisans de Côte d'Ivoire, comme ils le font dans beaucoup d'autres pays, mais cela demande une garantie de l'État à hauteur de 800 millions. Le problème, c'est que le FAPA ne dispose pas de ces 800 millions sur son compte. Et voilà pourquoi nous sollicitons encore une fois de plus l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État se charge garant pour
donner les 800 millions. Assurément que ce prêt permettra de booster l'artisanat ivoirien. Il emploie plus de 4 millions de personnes. Sa contribution au produit intérieur brut PIB national s'élève à 12%. Concernant les médias, la ministre de la Communication a annoncé vendredi que les entreprises de presse qui n'appliqueront pas la convention collective visant à octroyer quelques 1900 points aux journalistes de la presse privée ne bénéficieront plus de subventions. Maître Afoussiata Bamba-Lamine s'exprimait lors d'une conférence de presse bilan des activités de son ministère. Maïsako pour plus de détails. Les perspectives annoncées par le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, portent notamment sur l'érection de l'Institut des sciences et techniques de la communication en un véritable institut polytechnique, la création de la Société nationale de diffusion, la libéralisation de l'espace audiovisuel ainsi que le passage à la télévision numérique terrestre. Nous prévoyons une réforme des statuts de l'ISTC pour que l'ISTC soit réellement un institut, puisque les filières qui existaient à l'ISTC vont être érigées, comme je l'ai dit, en école. Donc on aura une école de journalisme, une école de publicité, enfin vraiment on aura toutes les différentes écoles qui participent à l'animation du secteur de la communication. Il est important pour nous de créer réellement une société nationale de diffusion qui va donc permettre la diffusion sur l'ensemble du territoire de toutes les chaînes de télé qui vont venir s'installer, qui vont avoir donc les fréquences. Puisque nous allons passer au numérique, il ne sert plus à rien aux populations d'acheter des télés qui ne sont plus aux normes. Donc si on importe des télés, eh bien, forcément les populations vont être amenées à les acheter. Donc si on n'en importe plus, elles n'achèteront que les télés effectivement qu'on leur présente, à savoir les télés qui sont aux normes. C'est pour ça que nous avons interdit l'importation depuis cette date-là de télés qui ne sont plus aux normes. Cela étant, pour celles qui sont là, qui doivent être vendus, puisqu'il faut qu'on écoule, naturellement, pour surtout les vendeurs, parce que tous les intervenants à la chaîne doivent aussi être pris en compte. Ceux-là pourront continuer à vendre ces télés. Mais ce que nous disons, lorsque ces télés sont vendues, il y aura des décodeurs qui permettront aux populations d'avoir accès quand même aux images numériques. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, s'est également exprimé sur l'application intégrale de la Convention collective annexe des journalistes et professionnels de la communication. La Convention collective, je pense que c'est effectivement une contribution qui a été apportée, à savoir que vous suggérez qu'on puisse passer par les bulletins de salaire. Bon, le président du CNP est là, il va voir dans quelle possibilité nous pouvons le faire. Ainsi, il est possible de demander, nonobstant le secret bancaire, s'il est possible de demander effectivement l'accès au compte via le bulletin de salaire pour vérifier si effectivement le journaliste a perçu le montant indiqué par son patron. Ça, on verra. Pour le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, la réalisation de tous les projets de son ministère ne pourra que contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Après communication, le volet construction, le ministre de la Construction, lui, était en visite sur les chantiers d'ouvrages d'assainissement, notamment dans la commune de Plateau, de Koumassi et de Port-Boué. Une visite pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation effectués. Sidonie Wakadavila. Le gouvernement est résolu à assurer une gestion durable des eaux usées à Abidjan pour la bonne santé des populations. C'est dans cette optique qu'un système d'assainissement collectif a été mis en place. Il comprend de nombreuses stations de pompage et de traitement d'eau usée. Les dernières stations à être réhabilitées et qui sont essentielles dans le dispositif d'assainissement ont été visitées par le ministre Mamadou Sanogo. Ont été successivement visités les sites du Plateau, de Koumassi et de Port-Boué. Partout, nous avons vu des équipements qui ont été totalement réhabilités, qui sont totalement fonctionnels. Et puis, la station où nous trouvons, au niveau de l'émissaire qui se trouve à Port-Boué, c'est un peu la dernière étape qui a des équipements pour repousser toute cette masse d'eau. Il fallait choisir ces 3 stations sur l'ensemble des 55. Sinon, aujourd'hui, nous sommes fiers, tout marche. Pour les résidents de la commune de Port-Boué, c'est un soulagement de respirer maintenant l'air frais. Dans le temps, au moment où le château était monté totalement, le gaz qui en sortait était vraiment irrespirable. Nous avons été beaucoup malades dans le quartier. Ce matin, grand est notre étonnement de voir que ce château est transformé en une station de vie. Par rapport aux explications,
Et depuis lors, nous ne sentons plus ça. Désormais, les populations ont un regard tourné vers l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, à qui incombe le contrôle et le suivi des ouvrages. La SODECI qui va assurer l'entretien de cet équipement, et comme l'ONAD assure le contrôle de la SODECI, l'ONAD doit s'assurer que la SODECI fait bien son travail. Donc en ce sens, il y aura un prolongement du contrôle de ces travaux. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement a bénéficié du soutien technique et financier de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne UE, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Parlant toujours de chantier, les travaux liés à la construction du pont de Bassawa sur la Komwe ont positivement changé le destin d'un village, Serebou. Ce village a été reconstruit avec des infrastructures socio-économiques de base qui permettent à cette localité de rentrer de plein fouet dans la modernité, nous dit Kader Sogodoko. Pour la construction du pont de Bassawa sur la Komwe, l'aménagement des voies d'accès ont nécessité le déguerpissement de plusieurs ménages dans le village de Serebou. L'État de Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être de ses populations, a décidé, avec le soutien de la Banque mondiale, de recaser toutes les familles en donnant même un nouveau visage à ce village d'environ 600 âmes. Ainsi, 36 logements ont été construits. L'eau potable et l'électricité ont été installées. Une école de 6 classes avec logement d'instituteurs, des latrines et une cantine scolaire sont en voie de finition. Toutes choses qui amènent les habitants de Serebou à être reconnaissants vis-à-vis du gouvernement. Quand on voit Serebou 2003 et Serebou 2015, vraiment c'est un sentiment de joie, il y a eu un changement avec l'avènement du pont de Serebou. Nous ne parlons même pas des maisons, de l'électricité, l'eau potable, l'école qui nous tenait vraiment à cœur. On se battait de gauche à droite. Voir que l'école arrivait aujourd'hui en ce âge, donc on s'est dit vraiment, c'est un soulagement. Je dis merci à la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé à Serebou. On n'a jamais rêvé à ça. Donc vraiment, on dit vraiment merci beaucoup. Et tout ce qu'on voit, je dis merci à le président Alassane Ouattara, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire tout cela. Cambier. Désormais, à Serebou, les chants et danses des populations traduisent la renaissance, le bonheur que vit ce village. Le développement est en marche avec également cette visite des investisseurs chinois dans le Gbeke. Durant 2 jours, les hôtes du conseil régional se sont imprégnés des réalités des chantiers visités et des perspectives d'investissement. Reportage Hassan Khan, commentaire Charles Tatou. Des investisseurs chinois et américains s'intéressent à la région de Gbeke. Ils viennent d'y effectuer pour la 3e fois une visite de prospection. Plusieurs structures et chantiers de la région ont été visités, notamment les unités industrielles et le marché de gros. De même, les investisseurs et leurs hôtes se sont rendus à Yomian-Kwasikro dans la sous-préfecture de Diabo. Ici, il a été question de voir de plus près le barrage aménagé pour le riz et le champ de manioc de 200 hectares réalisé par les populations de Gombo dans la sous-préfecture de Guébonnois. Avec toutes ces visites, ils ont pu observer les potentialités de la région et les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Nous sommes beaucoup intéressés par la Côte d'Ivoire. Nous allons ouvrir un réseau de commerce économique ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de projets qui sont déjà bouclés, dont le montage financier a été déjà fait. Il s'agit notamment de la reprise de la piscine municipale de Boaké et du zoo. Le premier groupe qui est arrivé va rénover la piscine de Boaké. Mais en plus de reprendre la piscine, le zoo, ils vont faire autour de cela un complexe hôtelier. Il y a également l'intérêt marqué pour la rénovation de l'hôtel Harmattan. Un dîner gala marqué par des échanges de présents entre les autorités locales et leurs hôtes a mis fin au séjour des investisseurs étrangers.
La fêtière des associations de retraités de Côte d'Ivoire traduit sa satisfaction concernant la nouvelle réforme du système de retraite des agents du secteur public. La fédération s'exprimait ainsi à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux au conseil d'administration de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Les détails avec Mahama Traoré et Adama Kone. Depuis 2012, la retraite a un nouveau visage en Côte d'Ivoire. Ce, à la faveur de l'application du décret portant organisation des régimes de pension géré par l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS-SEGRAE. Entre autres réformes instituées par ce décret, la réduction du délai de paiement des pensions, la survie du régime de pension, la mise en place d'une plateforme de concertation regroupant associations de retraités et direction générale de l'IPS-SEGRAE. Cette nouvelle politique sociale vise à faire des fonctionnaires retraités une force de proposition pour les cadets encore en service. Ne vous considérez plus comme des bons à rien. Montrez que vous avez de l'expérience à partager. Montrez que vous avez de la compétence à revendre. Montrez que la Côte d'Ivoire peut compter sur vous pour votre sagesse. Vos jeunes collègues qui sont arrivés après vous ont besoin de votre expérience. Ils ont besoin de votre compétence. Ils ont besoin de votre sagesse. Heureux, les retraités du secteur public se disent reconnaissants envers l'État pour avoir initié de telles réformes. Par la voix de la Fédération des associations des retraités de Côte d'Ivoire, FARCI, ils l'ont exprimé à la faveur de la journée du senior tenue récemment à Mans et à la cérémonie de présentation de vœux aux instances dirigeantes de l'IPS-SEGRAE, non sans traduire leur disponibilité à être toujours au service de l'État. Le conseil régional du Moronou a rencontré les populations des 101 villages de la région. Objectif, mettre en cohérence les besoins en investissement socio-économique de la région, nous dit Noël Nyagno. Bongouanou, région du Moronou. 3 départements la composent, Mbato, Ara et Bongouanou même. Les sous-préfectures sont au nombre de 11. Singularité de cette région, elle est dirigée par une dame, la seule élue parmi les 32 présidents de région de Côte d'Ivoire. Expression de la prise en compte de la question du genre en Côte d'Ivoire. À la faveur de la nouvelle année, à Cap-Véronique, la présidente de la région du Moronou est allée à la rencontre des populations des 117 villages, comme ici à Guékadiokro. Objectif, informer les populations sur la marche de la nation et de la région, échanger avec elles, décliner ensemble les projets porteurs, afin que ces populations puissent se prendre en charge, avec à la clé un message. Je regarde qu'est-ce qu'on peut faire, je regarde certaines choses et puis j'écoute les gens et on échange et puis j'essaie de les orienter. Je leur dis la plus grave des maladies, c'est la pauvreté. Je leur dis, faisons attention, nous sommes pauvres, mais faites attention pour que la misère ne s'installe pas. Traduction concrète de ce message, ce slogan, ensemble, créons la richesse. Avec cet étang pour élever du poisson, à Cap-Véronique donne dans le concret et veut aider ainsi à résoudre le problème de la pénurie du poisson, précisément en bateau. Les populations du Gontougo, elles, viennent de recevoir des dons de l'ONG Social Vie Chrétienne Internationale, cela avec l'appui d'une fondation américaine. Ces dons en faveur des femmes et des enfants vont leur permettre de lutter contre la pauvreté et lutter contre le travail des enfants dans les champs. Nobel CI et Teresta Peyobo. Pose de la première pierre de 2 écoles primaires publiques de 6 classes chacune à Yezimala et dans l'enceinte du groupe scolaire Bas de Zanzan de Bondoukou, des pulvérisateurs, des arrosoirs ainsi que des semences de tomates, de piments, d'aubergines à 3 coopératives de femmes de Yezimala, Laodiba et de Saleh. Telles sont les actions de l'ONG Social Vie Chrétienne Internationale en faveur des populations du Gontougo. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'ONG donatrice. Ce matériel que nous avons reçu, nous en ferons bon usage et je crois que les femmes d'autres associations pourront bénéficier plus tard de ces dons-là. La construction d'une école supplémentaire dans ce groupe scolaire va permettre de scolariser environ 500 élèves
dans ce quartier très peuplé. L'ONG également va construire une école à Yezimala et toutes ces écoles nous permettent de combler un peu le surplus d'enfants qui sont, je dirais, sans la possibilité d'être scolarisés. Des femmes de l'église catholique de Koridjo 1 et de Ben Clément de Bondoukou ont également bénéficié des dons faits avec l'appui d'une ONG américaine. Les autorités politiques et administratives ont salué l'ONG pour cet acte humanitaire. Elles ont souhaité que ce projet de construction d'école voie effectivement le jour pour le bien des populations, notamment les enfants de la région. Et ce qui nous amène à parler éducation, il existe un nouveau concours Top Projet Scolaire ou Mon Potentiel d'Entrepreneur. C'est un concours qui veut amener les élèves des lycées et collèges à se familiariser aux techniques de montage et de présentation de projets. On fait le point avec Grace Kando. Le concours Top Projet Scolaire ou Mon Potentiel d'Entrepreneur veut relever 2 défis majeurs, à savoir l'insertion socio-professionnelle et l'auto-emploi des élèves. Selon Amadou Barro, initiateur du projet, les jeunes qui sortent prématurément de l'école ou qui sont sans emploi après leurs études peinent à s'insérer dans le tissu économique. L'objectif donc de ce concours est de développer la culture entrepreneuriale chez les élèves pour la réalisation de leurs projets. Top Projet Scolaire se veut une action éducative caractérisée par son aspect pratique qui fait appel à la créativité des jeunes et les place au cœur de l'apprentissage. Je vous exhorte donc à vous approprier ce projet et à l'accompagner dans sa mise en œuvre dans vos différents établissements. Le concours cible les élèves des classes de seconde, première et terminale. Les apprenants par groupe de 10 et par établissement devront monter et présenter un projet devant un jury composé de banquiers, chefs d'entreprise et gestionnaires de projets. Ils devront également faire une sensibilisation contre la cybercriminalité. La phase pilote de la compétition est ouverte aux établissements d'enseignement secondaire du public et du privé, de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan 1. La section jeunesse étudiante catholique de la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon a organisé une activité dénommée Action nationale autour du thème Lutte contre la cybercriminalité et les grossesses en milieu scolaire. On fait le point avec Emma Niamia. Les élèves du lycée des jeunes filles de Yopougon sont venus nombreuses participer à cette activité de la jeunesse étudiante catholique GEC. Au cœur des échanges, le phénomène de la cybercriminalité et les grossesses en milieu scolaire. Se prononçant sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire, le conférencier Dr Getlin souligne que le fléau prend des proportions inquiétantes dans les établissements primaires et secondaires de la Côte d'Ivoire. Pour l'année scolaire écoulée, selon lui, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés, dont une forte proportion au primaire et au premier cycle du secondaire dans la tranche d'âge de 11 à 15 ans. Il invite donc les élèves à prendre conscience de la situation et à se consacrer seulement à leurs études. Des propos soutenus par le président de la jeunesse étudiante catholique, initiateur de cette conférence. Cette année, nous avons décidé de lutter contre la cybercriminalité et les grossesses en milieu scolaire. C'est pourquoi nous avons organisé le panel en vue de sensibiliser les élèves de cet établissement sur ces fléaux. Le spécialiste en sécurité informatique Nsho Yao, l'un des conférenciers, définit la cybercriminalité comme étant toute activité qui consiste à utiliser les systèmes et réseaux informatiques en général et l'Internet en particulier pour poser des actes criminels ou proscrits par la loi. L'arnaque via Internet, précise-t-il, est un phénomène de masse qui touche désormais les écoles. Les actions de la police, selon lui, ne suffisent plus pour freiner le fléau. C'est pourquoi il préconise la sensibilisation et l'éducation de la jeunesse. Nsho Yao invite les élèves à utiliser Internet comme moyen de recherche pour leurs études et non pas pour arnaquer ou faire autre chose liée à la cybercriminalité. Le proviseur du lycée jeune fille de Yopougon, Albertine Tiemoko, se félicite de cette initiative de la GEC. Selon elle, cette action s'inscrit dans la même vision que celle du ministère de l'Éducation nationale qui souhaite zéro grossesse en milieu scolaire.
C'est une aventure qui dure plus d'1 an à travers des émissions radio et télé. Aventure qui a été marquée hier par un concert dans le but de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Le PEFA et son partenaire, la RTI, ont offert gracieusement ce concert aux populations de Yopougon ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le PEFA a saisi l'occasion pour faire le bilan de son émission Spotlight Sida. Le message reste toujours le même, le sida ne passera pas par moi, nous dit Éric Goré. La place Figayo a refusé du monde ce samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux. En ligne de mire, la sensibilisation contre le VIH-Sida. On peut aussi procéder à des tests de dépistage gratuits. Des actions pour faire le bilan de l'émission Radio-Télé Spotlight Sida. Voilà aujourd'hui 1 an qu'à travers ce rendez-vous, en 15, une équipe de professionnels s'est engagée à mettre KO ce fléau en Côte d'Ivoire. La RTI se veut plus proche de ses téléspectateurs. Spotlight Sida! Spotlight Sida! Spotlight Sida! Côté spectacle, le podium installé n'a pas chômé. De nombreux artistes ont fait vibrer le public au rythme des mélodies et pas des danses. Le concert est bienvenu pour la sensibilisation de nos frères afin de comprendre que le sida existe vraiment. Ce concert est magnifique. C'est chic, c'est bien. Ça permet aux jeunes aussi de se divertir, voilà, pour éviter un peu de stress. Donc je pense que ça a félicité. En 2014, la télévision ivoirienne et la radio Côte d'Ivoire ont diffusé respectivement 22 et 50 émissions de Spotlight Sida. Pour 2015, la même dynamique va s'intensifier avec pour objectif mettre KO le VIH-Sida. La Saint-Valentin a donc été célébrée hier. À cette occasion, les associations de jeunesse et des ONG ont organisé une marche pour réclamer la pureté sexuelle dans les foyers et dans la société. Parrain de cette marche, Akasaï Lazare, il a saisi cette occasion pour inviter les populations au respect des principes du mariage pour la stabilité des familles en Côte d'Ivoire. Konepa Gassoro pour plus de détails. Abstinence avant le mariage. La famille est égale à un homme et une femme. La fidélité dans le mariage. Entre autres messages de sensibilisation de l'organisation non gouvernementale Sexe Absolu, Famille Idéale. Des messages d'invitation à la pureté sexuelle dans les foyers à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin, célébrée le 14 février. Aujourd'hui, on a décidé de sensibiliser toute la population pour leur dire que maintenir la fidélité dans le mariage, parce que Dieu a établi un ordre. Ce n'est pas nous qui devons déranger l'ordre de Dieu, mais nous devons suivre l'ordre de Dieu. Le mariage réussi, c'est un homme fidèle, une femme fidèle, une famille idéale. Pour le parrain de la marche à la pureté sexuelle, Lazare Akasaye, l'amour est la base d'un mariage réussi, garant de la stabilité de la famille. Avant le mariage, il faut tout faire, il faut se battre pour garder sa pureté sexuelle. Et ça fait de nos mariages, de nos couples, des couples sains. Parce qu'en fait, nous venons tous d'une famille. Si les familles ne sont pas saines, ne sont pas centrées sur l'amour vrai de Dieu, où est-ce que nous allons? Une fois que Dieu vient dans un couple et dans une famille, cette famille, elle est sauvée. 3 kilomètres de marche allant du Carrefour en Ador de Yopougon, passant par la mosquée Maroc et l'église Saint-Matthieu, ont permis d'attirer l'attention des populations sur le respect des principes du mariage, à savoir la fidélité et la pureté sexuelle. Hors de nos frontières, et c'est en image, le président nigérien Goodluck Jonathan demande l'aide des États-Unis pour venir à bout de Boko Haram. Le groupe islamiste attaque en effet sur plusieurs fronts et l'instabilité a poussé les autorités à reporter la présidentielle qui devait se tenir ce samedi. Le président nigérien semble désormais favorable à un appui étranger. Une page religion avant le magazine du dimanche. L'église Papa Nouveau veut consolider son unité en vue d'une plus grande expansion de l'œuvre de Dieu. À cet effet, le siège de l'église basée à Tukuzu, Zalem, a organisé une grande cérémonie de consécration de 10 nouveaux messagers de Dieu. On fait le point avec Serge Kolia.
Ces 10 messagers de Dieu consacrés ont rempli les formalités de consécration de l'église à Papa Nouveau, comprenant les étapes de nomination, d'onction et d'ordination. Le devoir du messager, c'est d'aller propager l'évangile révélé aux saints prophètes. Né à Toukouzou en 1901, le prophète Papa Nouveau a commencé sa mission de paix et de libération des hommes le 12 janvier 1937. Il a fondé, à la lumière des prescriptions divines, la cité sainte aux Alem en 1948. Il est décédé en 2001 à l'âge de 100 ans. L'œuvre de Papa Nouveau est poursuivie par ses nombreux disciples, notamment le docteur Albert Pité, présent à cette cérémonie de consécration. Les messagers sont les hautes autorités de l'Église. On a prié pour eux, pour qu'ils puissent tenir l'engagement de faire respecter les lois de l'Église. Et nous sommes heureux, c'est un grand jour, parce que tout cela s'est fait en présence des autorités administratives et devant le bâton de commandement de notre saint prophète. Pour le président de l'église à Papa Nouveau, son éminence Ambroise Messager Broalé Djodé, ils doivent être en contact permanent avec le siège de l'église et la CIM Church pour la réussite de leur mission avec obligation de rapport au siège. Ils doivent veiller au bon fonctionnement des églises, assurer la paix, sensibiliser la jeunesse à la pratique religieuse. Chaque messager s'est engagé à respecter la mission selon les lois et le code de l'église Papa Nouveau. Les fidèles de la paroisse Sainte-Cécile du Vallon ont célébré dans la faveur leur sainte patronne. Le curé de la paroisse a saisi l'occasion pour demander aux fidèles de vivre à l'exemple de leur sainte patronne, l'amour profond pour Jésus-Christ. Reportage Éric Goré. Sainte Cécile est une chrétienne qui possédait tous les noms de grâce, de beauté et d'innocence. Riche et cultivée, elle était passionnée d'art et avait un talent tout particulier. Mariée de force, elle a toujours respecté son vœu de virginité. La Sainte Cécile est fêtée le 22 novembre de chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, la paroisse Sainte Cécile de Deux-Plateaux-Vallon l'a célébrée en février. Ce dimanche, la liturgie a tourné autour de l'évangélisation et de l'enseignement de la parole de Dieu. Le révérend père Pierre Richard Atchedan a appelé les chrétiens à renforcer davantage leur foi à l'image de Sainte Cécile. Les fidèles s'y engagent. Si vous voyez que la paroisse a ce petit slogan de paroisse en mouvement, c'est certainement grâce à elle que ce mouvement continue. 3 jours de prière intense pour notre paroisse, pour ce que nous voulons faire. Cela a préparé effectivement de manière très spirituelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons une sainte qui est toujours avec nous, qui est toujours à côté de nous. Et nous avons voulu lui dire merci pour toutes ses prières parce que grâce à elle, notre église est vraiment en mouvement. La Sainte Cécile concerne plusieurs saintes chrétiennes et également symbolise la fête des musiciens et musiciennes comme les chorales, les ensembles vocaux et instrumentaux. Place au magazine du dimanche et comme annoncé, nous sommes avec M. Félicien Amani Ipou, préfet hors grade, directeur général de l'administration du territoire. Avec lui, nous allons faire le bilan de la 3e conférence des ministres africains en charge de l'état civil qui s'est tenue à Yamoussoukro. Monsieur le préfet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous étiez le président du comité d'organisation des assises de Yamoussoukro. Avant de parler de cette conférence, dites-nous ce que c'est que l'état civil. Merci madame. L'état civil est un service administratif qui a vocation à retracer les événements qui constituent ou modifient l'état d'une personne. Alors, une fois on a fait cette définition, il faut arriver à une deuxième définition. Qu'est-ce que l'état d'une personne? L'état d'une personne, ce sont les éléments caractéristiques de sa vie, tels que sa naissance, son décès, son mariage. Et l'état civil a donc vocation à produire des actes pour retracer ces événements-là. Et justement, les ministres africains étaient réunis à Yamoussoukro pour examiner la question de l'état civil. Mais pourquoi? Alors, depuis quelques années, depuis 2010, peut-être même un peu bien avant, un constat a été fait dans les pays africains, c'est que
cet instrument important, puisque l'état civil permet à une personne d'être un sujet de droit dans la société, cet instrument important n'avait pas toute sa place, de sorte que on ne pouvait plus utiliser les éléments de cet état pour conférer soit la personnalité juridique ou bien pour les utiliser pour concourir au développement des pays. Ce constat ayant été fait, les ministres africains, après une première conférence, ont décidé désormais de se réunir régulièrement pour en parler et rechercher les solutions aux problèmes qui sont posés. Et cette année, le thème était promouvoir l'utilisation de l'état civil et des statistiques. Comment expliquez-vous ce thème? Alors, ça me permet de faire un petit retour en arrière. En 2010, à la première conférence en Éthiopie, la conférence a débattu sur l'amélioration du système. En 2012, à Durban, la conférence a débattu sur un point plus spécifique, les infrastructures institutionnelles et humaines. La conférence de Yamoussoukro est un pas en avant parce que ça nous permet d'attaquer le problème du développement, puisqu'il s'agit de mettre en rapport l'état civil et les statistiques de l'état civil dans leur contribution au processus de développement. Cela est extrêmement important parce que quand on parle d'état civil, il ne faudrait pas voir uniquement la personnalité juridique que l'acte d'état civil confère à une personne, mais l'état civil, à travers ses statistiques, permet de développer, permet de planifier. Et c'est en cela que la rencontre de Yamoussoukro est une rencontre extrêmement importante. Tout à l'heure, nous allons faire le bilan de la rencontre de Yamoussoukro, mais avant, nous allons nous rendre justement à Yamoussoukro pour suivre la clôture de vos assises. L'enregistrement des faits d'état civil, notamment les naissances, décès et mariages, constitue la principale source de données nécessaires à un état civil de qualité. En Afrique, les statistiques de l'état civil sont peu fiables. Les gouvernants ont décidé de rectifier le tir. Depuis 2009, nous avons entrepris la réforme de notre système d'état civil. Il y a des faits notables qui sont énoncés dans la loi, notamment l'enregistrement obligatoire, universel et gratuit de tous les actes d'état civil en République du Tchad. La prise en charge de l'état civil constitue un acte de souveraineté pour un pays. Au moment où nos pays sont menacés, perturbés même, ou souvent menacés par leur propre existence, par des groupuscules terroristes ou des groupuscules extrémistes, de tout trafic, il est important de savoir qui est la population, qui est qui. Nous avons jugé nécessaire de mettre en place un programme de modernisation de l'état civil, avec beaucoup de composantes, notamment la sensibilisation des délégués de quartier, des maires, des exécutifs locaux. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a décidé d'être en première ligne en ce qui concerne les enregistrements des enfants à l'état civil dès leur naissance. En Côte d'Ivoire, les projets pilotes d'enregistrement des naissances et des décès via le mobile dans la communauté et le déplacement des officiers d'état civil dans les centres de santé dans 5 régions sanitaires pour la collecte a permis une amélioration notable de la saisie du taux de couverture des déclarations et des enregistrements à l'état civil. Le défi serait donc de passer à échelle et de pérenniser l'activité par un financement adéquat. Pour le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, il faut aller plus loin en créant les conditions de partage des statistiques de l'état civil entre les pays africains. En Afrique, nous avons beaucoup de données, mais des données qui ne se parlent pas. Aucune possibilité en Côte d'Ivoire d'avoir toutes les informations sur un individu parce qu'il vient d'un pays d'Afrique. Parce que les données ne se parlent pas intelligemment, ne se croisent pas. C'est possible. Si nous en avons l'ambition, et c'est ici que nous devons tracer les sillons pour évoluer vers ce identifiant unique. Les participants à cette 3e conférence des ministres en charge de l'état civil ont souhaité que les gouvernements de l'Union africaine décrètent la décennie 2015-2024, décennie de l'état civil et des statistiques de l'état civil.
Monsieur le directeur général, vous l'avez entendu, la décennie 2015-2024 doit être consacrée décennie de l'état civil. C'est entre autres l'une des résolutions adoptées au cours de cette réunion, la 3e du genre en Afrique. Comment comptez-vous relever ce défi? Alors, d'abord, cette résolution est essentielle et elle provient de ce que, dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État avait proposé à ses pairs que chaque année, en Afrique, dans chaque pays, nous ayons une journée de l'état civil. C'est dans cette dynamique générale qu'on a abouti, bien sûr, à la décennie de l'état civil. Alors, chaque pays, sur la base de cette déclaration, doit pouvoir adopter les mesures les plus appropriées, de sorte qu'au terme de la décennie, les systèmes d'état civil, les systèmes de statistiques de nos pays soient capables de générer les informations fiables pour le développement de nos États. Beaucoup reste donc à faire. Oui, beaucoup reste à faire, mais à partir de l'instant où il y a une prise de conscience collective et que la conférence des ministres africains chargés de l'état civil est désormais une conférence de l'Union africaine, une rencontre biennale de tous les ministres en charge de l'état civil, mais également des ministres de la Santé. À partir de cette prise de conscience, il va sans dire que l'ensemble des ressources seront mobilisées pour atteindre l'objectif au terme de la décennie. Vous ne baissez donc pas les bras vu l'importance de cet outil de planification et de développement? Absolument, on ne baissera pas les bras. On ne baissera pas les bras et nous avons déjà, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, engagé un certain nombre de réformes qui seront dans les années à venir affinées, mises en œuvre pour que l'état civil en Côte d'Ivoire reflète ce que les dirigeants africains attendent de ce système. On peut déjà avoir une idée de ces réformes-là? Oui, les réformes, elles sont de plusieurs ordres. Le gouvernement ivoirien a mis en place le programme de modernisation de l'état civil, qui est un programme qui doit permettre à notre système, à terme, de pouvoir sécuriser l'état civil, de pouvoir capter tous les faits d'état civil. Je rappelle qu'aujourd'hui, déclarer à l'état civil, c'est aller à la sous-préfecture, c'est aller à la mairie. Mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi nous n'avons pas un taux de couverture exhaustif. Pour les statistiques, nous avons 65% des enfants de moins de 5 ans qui sont déclarés à l'état civil. Et le reste. Donc l'idée à travers le programme de modernisation, c'est de créer d'autres mécanismes de déclaration. De sorte à ce que tous les faits d'état civil, les naissances, les décès, les mariages soient captés et qu'on ait une base de données exhaustive. Et pour le faire, on a défini dans le programme ce qu'on appelle les nouveaux mécanismes de déclaration. Et parmi ces nouveaux mécanismes, il y a la déclaration via le mobile et nous avons déjà fait un texte pour procéder à des déclarations de faits d'état civil à travers le mobile, donc à travers les nouvelles technologies. En clair, quel sera l'apport des statistiques dans l'utilisation de l'état civil de façon plus claire? Absolument. Alors, l'état civil fournit les meilleures statistiques pour le développement. Pourquoi? Parce que l'état civil, c'est la collecte quotidienne, systématique et permanente. Contrairement aux autres systèmes de statistiques qui mesurent les données de population sur des périodes de 10 ans, de 15 ans, l'état civil fournit tous les jours des éléments statistiques. Donc, ces éléments-là permettent de mieux planifier le développement à très court terme, à moyen terme et à long terme. C'est d'un intérêt que les autres formes de collecte d'informations n'ont pas. Revenons aux assises de Yamoussoukro. Quel bilan faites-vous? Alors, le bilan, il est porteur d'espoir, dans la mesure où les assises de Yamoussoukro ont décidé, vous l'avez souligné tout à l'heure lors de votre propos, de décréter la décennie de l'état civil. C'est une prise de conscience générale. Dans le cadre de cette décennie, chaque pays, et la Côte d'Ivoire aussi, nous allons travailler. Deuxième chose, c'est la mobilisation des ressources. Puisqu'il y a une réforme à faire, il faut des ressources pour conduire cette réforme-là. Et je crois que la déclaration des ministres là-dessus permet d'envisager des perspectives heureuses, puisque des institutions internationales comme la Commission de l'Union africaine, comme la Commission économique de l'Afrique et la BAD vont s'engager à accompagner nos États dans la recherche des ressources pour traduire en acte les réformes que nous allons engager. Et comment la Côte d'Ivoire réagit-elle face à ce projet? C'est notre dernière préoccupation. Alors,
la réaction elle a été prompte et spontanée, puisque dès la fin des assises, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a instruit la Direction générale de l'administration du territoire d'engager immédiatement avec toutes les parties prenantes les différentes démarches et les différentes étapes pour que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de cette réforme, puisse apporter son concours, partager son expérience, mais aussi atteindre l'objectif qui est fixé au terme de la décennie. Merci, Monsieur le Préfet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé. Nous avons fait le bilan de la 3e conférence des ministres en charge de l'État civil qui a pris fin vendredi à Yamoussoukro. Merci d'être venu sur notre plateau. Et c'est la fin de ce 13h. À la supervision, Adama Kone, à la caméra Mariata Langba et Ricardo Somon à la caméra d'Indane. Au prompteur Fofana Mamadou, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.